Bonjour à tous, Laurent Rousseau, je suis coach, conférencier, entrepreneur. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Rémi Tremblay. Rémi Tremblay, c'est un grand conférencier du Canada. C'est quelqu'un qui, je peux le dire, m'a fait pleurer lors d'une conférence au Canada avec Martin Latulippe. C'est l'auteur de 3 livres, Les Fous du Roi, J'ai perdu ma montre au fond du lac et Mot de passe. Et c'est aussi un nouveau livre qui va bientôt sortir dont on parlera. C'est aussi le patron de la Maison des Leaders. Mais Rémi Tremblay, c'est quelqu'un qui était le PDG d'Adecco Canada et qui a totalement changé de vie. Donc tout d'abord, merci beaucoup Rémi pour me faire cet honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'inspire et qui, je pense, inspire de nombreuses personnes au Canada, en France, dans la francophonie et j'espère bientôt, y compris dans le monde espagnol. Donc merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Ben écoute, moi je me sens très privilégié d'être là avec toi, Laurent. Merci à toi. Alors Rémi, je pense qu'il y a eu un Rémi 1.0, je ne sais pas si c'est le terme que truc. Ce que je veux dire, c'est que tu as une vie totalement différente de celle qui est la tienne aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter exactement ce que tu faisais et ce qui m'intéressera plus particulièrement, et je pense que ce qui peut intéresser un certain nombre d'auditeurs, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis c'est peut-être pas le chemin qui est fait pour moi. Ben, tu sais, premièrement, le Rémi 1.0, c'est probablement le Rémi que j'étais quand j'étais tout petit. Et je me sens plus proche de ce Rémi de quand j'étais tout petit aujourd'hui que je l'ai été pendant des années. Mhm. C'est peut-être pour ça que le livre L'Alchimiste a été aussi populaire, hein, parce que ça raconte que finalement, on se sent à la maison, puis après ça, on fait le tour du monde pour finalement re-rentrer à la maison. Alors moi, ça m'a pris de m'égarer un peu pour rentrer à la maison. Mais toute ma vie, j'ai été heureux. J'ai quand même été hyper chanceux. Mais quand j'étais petit, je pense que j'étais d'une grande préoccupation pour les êtres humains. Et la vie m'a amené à créer cette boîte à déco à 22 ans. Et au départ, comme j'étais un grand naïf, je pense que j'étais assez authentique, j'étais moi-même, mais rapidement, avec la pression de la cote de bourse, etc., la croissance, le succès qu'on avait, j'ai réalisé qu'inconsciemment, je m'étais un peu égaré de moi-même, de mes valeurs pour entrer dans le monde de la business, puis essayer de fitter dans un monde qui était peut-être un peu différent de moi. Mais j'ai eu quand même 17 ans de bonheur. J'ai aimé mes équipes, j'ai beaucoup aimé la boîte, j'ai été heureux. Mais il m'est apparu de l'intérieur un matin très clairement que c'était plus ça que j'avais à faire. Et pourtant, j'avais encore le goût d'être avec mes équipes, j'avais pas le goût de les quitter. Mais premièrement, j'avais eu une blessure importante. Il y avait eu un scandale au sujet d'Adecco. Et donc, j'avais eu des grandes préoccupations au niveau de l'éthique. Et donc, ça m'avait bouleversé. J'avais écrit un livre à ce moment-là qui s'appelait Les Fous du Roi. Et un an plus tard, il m'est apparu de l'intérieur que c'était plus ça que j'avais à faire. Chez Adecco Québec, on avait créé donc Adecco, mais on avait aussi créé une entité qui s'appelait la Maison des Leaders, où c'était un regroupement de nos leaders à l'interne pour réfléchir à comment on peut devenir de meilleurs êtres humains pour devenir des meilleurs patrons. Et donc, comme ils aimaient tellement ça, nos leaders, ben, ils invitaient nos clients, les gens de Cascade, de Bombardier, de plein d'entreprises qui venaient réfléchir avec nous. Et je disais à mes équipes, écoutez, moi, j'ai plus le temps de faire ça. Là. Moi, on a 11 000 employés au pays. J'ai pas le temps de m'occuper de la maison des leaders. Mais j'avais tout faux. Un matin, je me suis réveillé, puis c'était pas ça du tout. C'était non, j'ai plus le temps d'être président d'Adecco parce que c'est ça que j'ai à faire. Et donc, à partir de là, j'ai écouté cette voix de l'intérieur et donc j'ai quitté Adecco pour poursuivre cette mission. Et aujourd'hui, bon, avec bonheur, j'ai la chance d'être en marche avec à peu près 160 leaders du Québec. Et on travaille ensemble avec des moines, des philosophes à essayer d'évoluer comme être humain. Parce que je pense vraiment que c'est en devenant un meilleur être humain qu'on devient des meilleurs patrons. D'accord. Et sur cette notion de connexion à soi, qu'est-ce qui fait que tu as travaillé combien de temps chez Adecco, tu as dit? 17 ans? 17 ans. C'est rigolo parce que moi j'ai mis 18 ans avant de quitter le milieu de l'automobile. Qu'est-ce qui fait que, euh, pour ma part, moi j'ai eu longtemps l'impression d'être déconnecté. C'est-à-dire que finalement,
de jouer un espèce de rôle, parce que c'est toujours Mhm. valorisant quand on est dans un rôle de leadership. Et puis pour ma part, quand on travaille dans le milieu de l'automobile, c'est quand même un beau produit, c'est passionnant, c'est intéressant, etc. Et donc c'est difficile de s'en extraire parce que le produit est attirant. Et j'imagine que partir d'un poste comme patron d'Adecco au Canada, 11 000 personnes, ça doit pas être rien. Qu'est-ce qui fait que finalement d'un seul coup, tu t'es peut-être plus, je sais pas si c'est le terme, connecté à toi-même? Et Ouais. qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes euh, pour mieux se connecter? Alors, sans forcément rentrer dans de la technique pure, mais qu'est-ce qui fait d'après toi que à l'heure où finalement on est extrêmement connecté, finalement on n'a peut-être jamais été autant déconnecté? Mais pour ma part, je dirais que c'est magnifique l'euphorie de l'entreprise. Tu sais, moi, les premières années, en plus, j'avais énormément d'espace. Mes patrons étaient à Paris, j'avais 22 ans. On faisait à peu près ce qu'on voulait, on tripait, on a vraiment créé une façon de vivre l'aventure de l'entreprise extraordinaire. Donc, pendant des années, je me sentais totalement en cohérence avec moi-même, en phase. Mais bon, on s'est fusionné avec des boîtes américaines, etc. Donc, c'est sûr que là, je dirais que l'attente envers les présidents de pays était beaucoup plus une attente de pression, de performance, de contrôle. De plus en plus, la peur s'installait, je dirais, l'absence de confiance, donc le contrôle. Et là, j'ai commencé à m'éloigner de moi-même parce que dans le fond, pour être à la hauteur comme président puis pour répondre aux attentes, inconsciemment, j'ai commencé à me perdre. Et comme j'étais dans une grande agitation qui était positive à la fois, qui était de la frénésie, ben, j'étais très peu à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Bon, par chance, à chaque année, j'allais quand même faire des retraites dans des monastères pour me. Mais à chaque fois que j'allais dans une retraite dans un monastère, je revenais. Ça me prenait des semaines à m'en remettre parce que je réalisais que peut-être qu'effectivement, tranquillement, je m'égarais de moi-même, je m'éloignais un peu de mon essence, dans le fond, pour plaire aux autres, pour être apprécié, pour rencontrer des attentes. Et finalement, je suis parti en 2004, 7 semaines en Europe avec mes fils, mes 3 fils. On est partis tous les quatre et là, il m'est apparu clairement que, que moi, je voulais continuer à être président d'Adecco-Canada malgré l'égarement, mais c'est plus ça que la vie voulait de moi. Et donc, je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai dû être totalement docile. Ça hurlait de l'intérieur. Et je pense que quand tu poses la question, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, je pense qu'il faut apprendre à ralentir. Il faut avoir plus de silence dans sa vie. Parce que quand il y a plein de bruit autour de nous, on vient qu'à plus rien entendre de l'intérieur. On a demandé à un jeune artiste d'écrire une chanson pour nos leaders l'année dernière. Et écoute, un jeune artiste de 27 ans qui connaît absolument rien au leadership et qui a écrit le leader a le devoir de fermer les yeux pour écouter de l'intérieur. Ça m'a bouleversé parce que je me dis quelle lucidité à 27 ans de se dire, tu sais, nous, on nous a appris qu'il fallait avoir les yeux grands ouverts et il fallait avoir les opportunités. Mais lui, il dit non, on a aussi le devoir de fermer les yeux. Et c'est peut-être ça que je donnerais comme conseil, c'est prendre davantage le temps de fermer les yeux, d'avoir des espaces de silence pour tout simplement entendre de l'intérieur. Et je pense que quand on se met à écouter de l'intérieur, on s'égare moins. Et mon égarement venait, je pense, de mon agitation. Est-ce que ça veut dire que à l'époque, je crois que tu pratiques la méditation, Rémi? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, tu méditais moins ou tu étais moins en silence ou- Ah, je méditais vite surtout. Oh, d'accord, d'accord. Alors, ben, tu sais, j'étais dans cette phase d'agitation. Alors, je méditais pratiquement tous les jours, mais bon, 10 minutes et ça me faisait du bien quand même. Je pense que ce qui me faisait le plus de bien, c'était ces retraites au monastère. Euh, et j'ai commencé à observer que quand je revenais du monastère, à quel point j'étais beaucoup plus présent à moi, mais surtout beaucoup plus présent à mes fils, aux gens autour de moi, à ma conjointe de l'époque, j'étais beaucoup plus présent. Et j'étais beaucoup plus présent à mes équipes. Et donc, ça a été, et quand on a créé à l'intérieur d'Adecco la maison des leaders, où on s'est mis à réfléchir et à ouvrir des espaces de dialogue, ça a été aussi une façon extraordinaire de ralentir. Parce que ouvrir des dialogues sur le sens de la vie, sur le sens de notre boulot, sur quel genre de leader on veut être pour les autres, ça, je pense que ça me fait accélérer dans ma réflexion sur qui j'étais, sur ce que j'avais à faire, sur ce que la vie voulait faire avec moi. Et, et à un moment donné, ça hurlait trop fort de l'intérieur. C'était pas que je voulais quitter Adecco, c'est que je ne pouvais pas ne pas écouter ce que la vie voulait faire avec moi.
Et je pense que c'est à partir du moment où j'ai travaillé à être beaucoup plus tranquille. Je dirais que les 3 dernières années avant de quitter ADECO, j'avais beaucoup commencé à travailler à être beaucoup plus tranquille intérieurement. J'observais que quand j'étais complètement agité, je n'étais pas utile et je créais beaucoup d'agitation autour de moi. Mais quand j'ai commencé à être beaucoup plus tranquille, j'avais l'impression d'être plus intelligent. Et c'est à partir de là, je pense que je me suis mis à entendre de l'intérieur. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que... euh, alors, moi j'ai appris à travers la Mindfulness Stress Reduction de John Kabat-Zinn, la méditation. Je sais Oui, que je sais que tu fais des retraites à la fois qui peuvent être qui peuvent être au monastère de Mathieu Ricard, mais qui peuvent être aussi autour d'une église, qui peuvent être avec un Indien. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce que t'apprennent chaque spiritualité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en commençant peut-être par exemple par Mathieu Ricard, qui est plutôt très connu en France. Je crois que vous avez passé 2 semaines, je crois, dans son monastère. oui. Qu'est-ce que tu en as retiré? Enfin, c'était quoi votre quotidien là-bas et qu'est-ce que tu retires de ce genre d'expérience? Mais c'est sûr que je dirais qu'au départ, quand tu nommes un peu les gens avec qui on travaille, effectivement, moi, je pense que je trouve ce qui me manque, ou qui me manquait une grande partie de ma vie, c'est le sacré dans ma vie. Hein? Je trouve on a jeté ça, le sacré. Et pour moi, le sacré, c'est dans la nature, c'est sur la mer pour toi. Le sacré, c'est quand on se sent connecté à plus grand que nous-mêmes. Et je trouve que j'ai eu beaucoup de difficultés avec les églises, par exemple, avec les religions. Mais j'ai découvert qu'il y avait une vie parallèle à nos églises et à nos religions qui est la vie monastique. Et les moines sont des contemplatifs, sont des gens d'une telle présence et ils sont pas dans, ils nous apprennent Matthieu ou mon ami Don André, qui est l'abbé de Saint-Jean-de-Mata ici, dans un monastère cistercien. Ils m'enseignent pas la religion, ils me parlent de leur expérience du sacré. Et ils font l'expérience de Dieu ou l'expérience de la bonté fondamentale pour Mathieu Ricard. Et pour moi, qui est un grand naïf, plutôt artiste, là, je dirais, ça me parle plus de travailler à ressentir l'expérience du sacré en moi. Donc, me connecter à ma bonté fondamentale, comme Mathieu m'invite à le faire, à ma compassion. Avec les moines cisterciens, on se donne des espaces de silence. Euh, L'autre jour, on était justement avec le père Yves Girard, qui est un grand mystique au Québec, qui nous disait, dans le fond, le travail, c'est pas de chercher à être aimé, mais c'est de ressentir qu'on est aimé inconditionnellement. Et faire l'expérience de ça intérieurement, c'est quand même bouleversant. Et je pense que c'est quand on se sent aimé inconditionnellement qu'on souhaite aimer inconditionnellement les autres. Donc, je dirais que de toutes ces traditions, ou même des enseignements de la nature, ou des rencontres avec des personnes comme toi, moi, je pense que ce que j'apprends, c'est à me connecter à ce que j'ai de meilleur et ce qu'on a de meilleur, qui est notre bonté fondamentale, qu'on l'appelle bonté fondamentale ou l'amour altruiste, mais c'est ce que j'apprends de Matthieu, c'est ce que j'apprends de tous les moines des monastères. Dans une vie d'une grande humilité aussi, j'apprends de cette vie simple et humble sur les routes comme dans les monastères. Et je sais pas, je me sens à la maison quand je suis dans une forêt ou quand je suis dans un monastère. D'accord. On a un petit peu parlé sur la connexion à soi. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la connexion aux autres. Mm. Euh, Moi, je pense que avec le recul, maintenant, j'étais souvent maladroit dans mon entreprise parce que bah, j'étais le jeune qui voulait pousser, qui voulait pousser ses objectifs, etc. Et je pense que parfois, j'ai fait du dégât au sens où ma cible, c'était l'objectif, l'indicateur. Mm. Et quelque part, s'il fallait pousser des fournisseurs, des gens de mon équipe, etc., et les pousser un peu fort, euh, j'avais tellement en tête la mission que parfois je pense que j'en oubliais les personnes qui étaient à côté de moi. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à nous transmettre vis-à-vis de cette notion de connexion aux autres, c'est-à-dire de peut-être comment, j'aime pas le terme influencer parce que ça a souvent une connotation négative, mais comment peut-être mieux assister, mieux aider son équipe pour tous ces managers, ces leaders
qui parfois, sans le vouloir, font un peu des dégâts dans les entreprises? Mais tu sais, j'en ai fait aussi beaucoup de dégâts, hein. Je pense que passionné par, comme tu dis, par les objectifs, par le désir de devenir numéro un dans son pays, euh, à la fois, on a vécu des expériences magnifiques, mais je réalise à quel point on a étiré les élastiques et, et parfois on a manqué inconsciemment d'humanité, probablement, dans des fusions difficiles, par exemple, douloureuses, où on était convaincu d'avoir raison et que les autres avaient tort. Alors, bien sûr, j'ai une, j'ai dû avoir une rencontre avec moi-même importante par rapport à ça. Mais les premières années de la Maison des leaders, je te dirais que c'était d'être à l'écoute de soi, hein. Et il y a une grande différence entre être à l'écoute de soi et être centré sur soi. Moi, je pense que les années où j'étais pas à l'écoute de moi, j'avais de la difficulté à être à l'écoute des autres et d'être pertinent. J'essaie d'être plus à l'écoute, mais ma vie, pour moi, je me sens aucun autre appel que d'aimer. Et ce qu'on essaie de faire à la Maison des leaders, le thème de cette année, c'est la communauté, donc tout à fait dans le sens que tu parles. Je pense qu'il faut faire tout désir de vouloir influencer qui que ce soit, tout désir de vouloir accompagner qui que ce soit, tout désir de vouloir inspirer qui que ce soit. Notre seul travail, c'est d'aimer. Euh, et je pense que c'est quand on se sent aimé que nos ailes se déploient. Et donc, mon travail maintenant, c'est d'aimer. Et je pense que dès qu'on devient parent, qu'on devient professeur, qu'on devient patron ou leader, ben, notre travail, c'est d'aimer. Puis ben, si ça nous énerve un peu les employés, puis que ça nous tombe un peu sur les nerfs, qui viennent dans notre bureau régulièrement, etc., bon, on peut faire d'autres choses, hein, on n'est pas obligé. Mais si on devient patron, c'est comme si on devient parent. Notre travail, c'est d'aimer, point. D'être là, d'être capable d'être là, aimant, sans jugement, accueillant. J'ai longtemps pensé que comme patron, il fallait être des visionnaires, inspirants. Je crois plus à ça tellement. Je pense que notre seul travail, c'est d'aimer. Alors, on a beaucoup moins de travail qu'on pensait. D'accord. C'est un discours, vous êtes comme plus proche des États-Unis que nous en Europe, donc j'imagine qu'il y a une influence du leadership américain, enfin du management américain au Canada, enfin je sais pas, je l'imagine. C'est un discours qui passe bien dans toutes les entreprises, ce discours-là, ou parce que... Ou, c'est euh, plutôt ou. parce que je... Mais tu sais, en même temps, moi, je suis assez bouleversé. Quand j'ai quitté, la journée où j'ai accepté de faire ce que la vie voulait de moi, premièrement, la vie est beaucoup plus douce, c'est beaucoup plus simple. Et donc, ben, j'ai poursuivi la mission de la Maison des leaders et maintenant, j'essaie de plus être à l'écoute de ce que la vie me demande et là, je le fais. Et donc, on n'a aucun objectif, nous, on n'a plus aucune vision, plus aucun objectif de vouloir influencer des leaders ou n'importe. Donc, on est plutôt là, disponible pour accueillir les leaders qui viennent à la maison. Mais je suis impressionné quand même de voir, on a présentement, là, au moment où je te parle, on a à peu près 160 leaders de tous les secteurs de la vie. Euh, Quand on a annoncé qu'on partait au monastère de Mathieu Ricard, on s'est dit, bon, on va partir 7-8, peut-être passer 18 jours quand même au monastère de Mathieu. Ben, il y a 36 patrons qui ont dit présent, on y va avec toi. On est retourné, on était encore 36. Donc, je suis assez bouleversé de voir l'ouverture. Dans le fond, derrière chaque patron d'entreprise, il y a un petit garçon, une petite fille qui ont le goût d'être heureux et qui s'intéressent à être aimés puis à aimer, puis qui veulent. Et donc, je réalise que quand on s'adresse à l'être humain derrière le leader, on est tous pareils, on veut tous être heureux, on veut tous que notre vie ait un sens. Et dès qu'il y a la possibilité de réfléchir dans des réflexions un peu plus existentielles, ben, on nomme présent. Donc, les gens disent, je suis présent, je suis là. Et donc, à la maison des leaders, il y a maintenant des dizaines de groupes de dialogue, d'espaces de dialogue, de patrons d'entreprise, des jeunes, des plus vieux, des gens qui partent à la retraite, qui veulent demeurer signifiants, devenir des beaux vieux, lumineux, avec qui on va avoir le goût d'être. Et, et ben, moi, je travaille avec ceux qui ont le goût. Puis bien sûr, on pourrait dire que c'est à contre-courant, mais il y a juste deux courants qui parfois se croisent. Puis moi, ça me donne beaucoup d'espoir. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Même si je suis bouleversé par rapport à tout ce qui se passe aussi de douloureux. Tu sais, moi, il faut dire que j'ai la chance de baigner dans un environnement où il y a 160 leaders qui, bien sûr, créent parfois de la souffrance autour d'eux, mais qui sont plus conscients, qui sont merveilleux. Ils sont capables d'une telle écoute les uns des autres, une telle qualité d'accueil que je me dis, ben, wow, on y arrive. D'accord. Je voulais qu'on parle
ta caméra elle bouge un petit peu. Je sais que tu es avec la Oh, main. excuse-moi, oui, Non, non, c'est en train tout à l'heure ça bougeait moins, je te le dis juste. Donc, je sais que tu vas me dire si je me trompe pas, je crois que ton prochain livre, donc, qui va sortir en avril, La chaise rouge devant le fleuve, va traiter autour de deux thèmes principaux qui, je crois, sont Alzheimer et l'addiction à la drogue. Tu pourrais nous dire un peu plus, nous en dire un peu plus de ce nouveau livre qui va sortir et en quoi ça te touche de près? ben, je peux te dire qu'à quelques jours de la sortie du bouquin, j'ai un peu le vertige parce que mon éditeur m'avait demandé d'écrire un livre grand public en disant, Rémi, il faut que les enseignements que tu nous donnes soient plus disponibles à un grand nombre. Alors, ben, sur le coup, j'ai dit non, je sais pas trop quoi écrire. Et finalement, quelques semaines après, ça s'est imposé clairement à moi. Je demandais aux gens autour de moi, puis je leur disais, écoutez, qu'est-ce que vous trouvez que j'ai plus à dire si j'avais à écrire un livre grand public? Et tout le monde me dit, mais Rémi, c'est ta capacité, combien tu nous enseignes à danser avec la vie? Alors, au départ, c'était un livre un peu réflectif sur, j'ai sorti un titre, Comment danser avec la vie, avec des chapitres, etc. Puis on s'est mis à travailler là-dessus, Diane et moi, ma collègue Diane, qui est journaliste. Et rapidement, on s'est partagé nos souffrances, elle par rapport à l'Alzheimer de son père et moi à la toxicomanie de nos fils. Et, euh, et il nous est apparu clairement qu'on ne pouvait pas parler de comment on danse avec la souffrance et avec la vie, avec la joie, sans parler de ses expériences. Donc finalement, la trame de fond, c'est vraiment ma relation et des dernières années avec notre fils le plus vieux qui est au pris avec la toxicomanie. Et donc, comment j'ai appris au fil de ces années, grâce à lui, grâce à ces zones dans lesquelles il m'a amené, à mieux danser avec la souffrance et à rencontrer la joie profonde aussi. Donc, je pense que quand on veut faire l'économie de la souffrance, on fait aussi l'économie de la joie. Et donc, c'est un livre où on réfléchit, on regarde comment on peut à la fois danser avec la joie et la souffrance dans sa vie. Et, euh, et bien sûr, comme c'est le livre le plus personnel que j'ai pu écrire, ça me donne un peu le vertige, mais je l'ai fait aussi avec Samuel, qui a écrit d'ailleurs à la fin du bouquin un texte magnifique. Donc, ça nous a beaucoup rapprochés. On- D'accord. On perd juste 2 secondes. C'est bon, la caméra revient. Et est-ce que il y a une phrase que j'ai lue un jour je crois que c'est Quentin Diner qui disait ça, qui disait on obtient ce à quoi on renonce. Par rapport aux personnes qui souffrent d'addiction ou quelle qu'elle soit, d'ailleurs, je pense qu'on a tous, à des degrés moindres, des petites addictions. Euh, Est-ce que tu as un conseil à donner? Enfin, il se trouve que moi j'ai une amie qui a sa fille qui est concernée par l'alcool notamment. Est-ce que je pense que chaque cas est compliqué, chaque cas est individuel et que c'est à chaque fois douloureux, surtout quand c'est ses enfants. Mais est-ce, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ton expérience de ça, sachant que je ne suis pas sûr qu'il y ait des solutions miracles, mais en tout cas pour Hmm. peut-être faire que la souffrance soit moindre. Mais je dirais que dans mon cas, le début de la... Bon, je m'étais transformé tranquillement, mais le début d'une réelle transformation, ça a été de rencontrer ma souffrance réelle. Et parce que tu sais, la souffrance qu'on s'impose à soi-même ou qui est imposée à soi-même, on sait quoi faire avec, mais quand l'autre souffre, quelqu'un qu'on aime souffre, on se sent totalement impuissant. Il a fallu que je rencontre mon impuissance, que je rencontre la souffrance. Et comme mon ami Christophe André dit, avec aucun désir qu'elle s'en aille, juste rester là avec elle. Et ça a été le début pour moi d'une profonde transformation où je me suis mis à faire fondre toute attente d'influencer mon fils, toute attente de vouloir le sauver, toute attente qu'il soit différent de ce qu'il était, et être d'une totale présence, avec dépourvu le plus possible d'attente. Bien sûr, c'est difficile, j'y arrive pas, je rechute régulièrement, mais j'arrive de plus en plus à avoir des moments d'une telle présence où je suis totalement dans l'instant présent à lui, très aimant et très là. Euh, et dès que mon cerveau repart avec des attentes ou des appréhensions, des anxiétés, des peurs, ben, de les observer puis de les laisser aller. Bien sûr, la méditation, la pratique de la méditation m'aide à laisser aller les pensées qui viennent, qui ne sont pas très utiles. Mais je dirais, c'est de faire fondre tout désir, toute attente, juste être là. D'accord. Mais quel travail.
C'est OK. J'ai une pensée pour lui Merci. et, et je lui envoie toute l'énergie. Voilà, je suis sûr Et que pour la fille de ton ami aussi. voilà, je pense que elle entendra le message. Merci à toi. Est-ce que tu peux juste nous expliquer pour des gens qui éventuellement aimeraient te rencontrer ou participer soit à une conférence, soit je crois que tu as un événement bientôt en France, à Paris. Oui? Ça peut être l'occasion pour toi de rencontrer des personnes qui aimeraient se rapprocher de toi, ce que je leur conseille grandement. Donc, quels sont tes prochains événements? Je ne sais pas si c'est le terme, Rémi, où on pourrait te rencontrer? Oui, ben écoute, nous, on essaie d'écouter nos leaders et on répond à la demande. Donc, on m'avait demandé de faire quelque chose dans un monastère en banlieue de Paris. Donc, on sera au monastère du Bec-et-Loing pendant une semaine, à la dernière semaine de juin. D'accord. Donc, avec Sébastien Henry, qui lui aussi s'est réfugié dans des monastères quand il était patron, qui a écrit un livre qui s'appelle Quand les décideurs s'inspirent des moines. Donc, on va ensemble passer une petite semaine avec des leaders français, des leaders québécois pendant une semaine là-bas. Mhm. Mais sinon, la meilleure chose, c'est d'aller sur le site de la Maison des leaders, donc lamaisondesleaders.com, où D'accord. là, vous allez voir un peu les articles qu'on a écrits, la pensée de la Maison des leaders, vous allez voir nos amis, les amis de la Maison des leaders qui sont des moines, des philosophes, des artistes. Et donc, je pense que déjà, le site peut, pour les personnes, il y a déjà plein de choses inspirantes, peut-être qui peut leur parler. Et, euh, et on essaie de répondre. Donc, les gens peuvent m'envoyer un courriel, m'écrire, et ça me fera plaisir de partager avec eux. D'accord. Bah écoute Rémi, moi je suis extrêmement content d'avoir eu le plaisir de passer un moment avec toi. Rien que ça vaut la peine d'avoir changé de vie. Je pense que voilà, tu fais partie des personnes qui m'inspirent, donc merci pour ton travail. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion dans les années qui viennent ou mois qui viennent de faire quelque chose ensemble sur l'eau avec tes leaders. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter? Une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée par rapport Ben non, ben écoute, moi je te dirais tout simplement que moi aussi, ça a été un grand bonheur de te croiser au Québec la dernière fois qu'on s'est vu et d'être avec toi aujourd'hui. Et bien sûr, on porte ce rêve d'aller faire de la voile avec toi, que tu nous amènes sur la mer. Et je crois que la mer va aussi être probablement une grande enseignante pour nous apprendre à danser avec la vie, avec les intempéries, avec ce qui s'en vient. Alors, ben, on dit présent et on sera là avec toi. Merci beaucoup, Laura. merci à toi Rémi et je te souhaite une belle journée. À bientôt. À bientôt. À bientôt.